Standard, une émission présentée par l'atelier de la poissonnerie. Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Balistique. Je suis Kelly pour l'émission Standard. Cette émission vous est présentée par l'atelier de la poissonnerie, une association artistique et culturelle qui a pour but de promouvoir les artistes locaux émergents. Nous vous donnons rendez-vous tous les mois pour cette nouvelle saison, les derniers lundis de chaque mois à partir de 21h. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook de l'émission Standard, stand_ART, pour nous laisser vos commentaires, suggestions et autres partages. Aujourd'hui, je suis avec Maximilien, qui est photographe à Châteauroux et qui va nous présenter son travail. Standard. Bonjour Maximilien, bienvenue dans l'émission Standard. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ah ouais, hein. On va commencer, si tu veux bien. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît ? Eh bien, je m'appelle Maximilien, j'ai 30 ans. Je suis de Châteauroux et actuellement je suis auto-entrepreneur dans la photo et la vidéo. Et raconte-nous un peu ton parcours jusqu'ici. Le parcours c'est assez long. On va finir par la fin des études peut-être. Ouais. Donc j'ai un master en communication avec un nom à rallonge, médiation urbaine, savoir et expertise. Et donc ça je l'ai obtenu en 2017. J'ai cherché du travail comme tout le monde quand on sort de ses études et malheureusement je me suis pris un gros mur dans la face parce qu'il y a soit le manque d'expérience, soit c'est des petits détails du type vous n'êtes pas dans la bonne ville ou enfin voilà, etc. Et donc je suis revenu à Châteauroux puisque j'étais à Lyon. Et donc là, j'ai commencé à faire plein de petits boulots alimentaires à droite et à gauche. J'ai vendu des fruits et légumes, j'ai été déménageur, etc., etc. Et en 2020, j'ai commencé à me remettre dans la communication. Donc c'est arrivé avec surtout les municipales, puisque j'étais directeur de campagne d'une des listes à Châteauroux. Et donc j'ai rebondi un peu là-dessus, j'ai rouvert tous mes logiciels, j'ai réappris ce que j'avais oublié, que ce soit sur Photoshop, Illustrator, etc. Puis on a fait plein de petits projets cool, on a monté une chaîne Twitch, et voilà, donc les municipales passent, et vient le confinement, où je me dis, bah voilà, j'ai quitté mon travail, je sais pas trop quoi faire, donc... je vais continuer à explorer un petit peu. Donc le projet à la base c'était de monter ma propre chaîne sur Twitch. Et pour ça je me suis dit ce serait sympa d'avoir une petite animation sympa, bricolée maison. Je me suis lancé dans un projet qui était un peu trop ambitieux puisque ça m'a pris 1 mois pour une animation d'1 minute 30 et quelques. Et le logiciel c'est assez proche d'un logiciel de montage finalement. Donc j'ai appris du coup à faire du montage et à faire de l'animation en même temps. Donc voilà, j'ai lancé ma petite chaîne Twitch et puis après j'ai retrouvé un travail pendant 1 an et à la fin là, pendant les vacances en 2021, j'ai cherché à faire autre chose et donc je suis arrivé à ce stade de faire de la photo, de la vidéo, un peu d'animation également et voilà. Donc en fait, tu étais principalement sur l'animation avant de faire de la photo, mais la photo, là, tu l'as pas découvert... Enfin, comment ça s'est passé, en fait ? Comment t'es arrivé à vraiment te dire « je me lance en tant que photographe » ? Ça arrive au hasard. Hein. Donc la photo, tu... En fait, je suis un grand fan de cinéma. Donc ce que je cherche, c'est vraiment... J'ai appris comme ça, que ce soit sur Internet, en observant les gens, en regardant des films. Et ce que je cherche... Dans ma photo, c'est à capter le plus beau de ce que je vois. Et ce qui est agréable avec l'appareil photo, c'est que ça fige d'un seul coup cet instant très précis et qui, du coup, peut paraître beau ou festif. T'es auto-entrepreneur depuis... Depuis les vacances, depuis août 2021. D'accord, donc directement, t'as fait ton statut d'auto-entrepreneur, ok, super. Et est-ce que tu peux nous parler de ton univers photographique, justement ? Est-ce que tu vas bosser plus de la couleur, du noir et blanc ? Qu'est-ce que tu aimes ? Enfin, comment tu le qualifierais ? En fait, ça dépend des contrats. Hein.
C'est surtout en fonction des contrats. Donc là, c'était à l'atelier de la poissonnerie, c'était pour le concert de LCDRD qui avait fait appel à moi parce qu'on a fait un clip ensemble avec Gabriel aussi, qui est aussi l'autre facette de projet production. Et donc lui, ça faisait 1 an qu'il travaillait beaucoup avec eux. Et donc moi, quand je suis arrivé au milieu de tout ça, on m'a emmené sur des tournages. Donc au début, c'était plutôt sur de la photo, puis au fur et à mesure sur de la vidéo également. Et puis voilà, puis j'enchaîne les projets en fonction de ce qui arrive. Donc là, dernièrement, c'était la saison des mariages. Et on a eu également les Miss 15-17 et Miss Magnifique, pour qui en fait, j'ai réalisé photos et vidéos. Donc tu es plus sur de la photo, on va dire, dans l'événementiel, en fait, que ce soit sur des concerts, des mariages, donc ça va être plus du modèle que tu vas faire. Est-ce que tu fais du paysage ou autre chose par toi-même? Non, pas du tout, pas encore. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire, justement. Aussi de la photo animalière, pour être très sympa. J'ai rencontré des photographes qui faisaient ça et qui m'expliquaient leur passion, que c'était beaucoup de patience, surtout en forêt. Et ensuite, quand il y a l'animal qui est dans le cadre, de mitrailler comme c'est pas possible. C'est vrai qu'il y a tout un challenge voilà. derrière. Donc, par contre, c'est quelque chose, oui, sur lequel j'aimerais m'orienter un peu plus tard, peut-être sur mon temps libre. Et là, parce que tu parlais de... quand je t'ai posé la question, pour ton univers photographique, tu disais que ça dépend des contrats, mais toi, en fait, par toi-même, en dehors des contrats, comment tu t'exerces? En fait, je sais pas, je prends mon appareil et puis je sors. En fait, je sors. Ça m'arrive de sortir 1 heure avec l'appareil photo et de prendre autant de clichés que possible pour moi, en fait, tout simplement. Et plus des personnes ou vraiment de l'urbain De l'urbain, des personnes. J'ai aussi des papillons. Okay. Et qu'est-ce que tu souhaites transmettre à travers tes photos, mis à part ce que tu vois? Est-ce que tu t'essayes, par exemple, dans ta photo, de rendre 100% du regard que tu as, toi, face à ton sujet? Je vais prendre un exemple tout bête. C'est il y a 2 semaines, j'avais un après-midi de tournage avec une Miss qui voulait une vidéo de présentation pour le comité, pour le jour de l'élection. Et en passant dans les différents lieux de Châteauroux sur lesquels on avait prévu de tourner, il arrive qu'en fait, je vois un endroit avec un bel éclairage, un beau fond. Et en fait, je lui dis comme ça, pose-toi là, on fait quelques clichés. Donc les quelques clichés, c'est 50 photos, voire peut-être une centaine parfois par lieu, ça dépendait. Et juste le fait d'avoir ce lieu avec cette lumière, c'est l'instant où j'ai envie de prendre ma photo, parce que je me dis c'est parfait, il y a un beau cadre et ça va rendre ça va être beau, tout simplement. Et ça s'est terminé assez tard on a pu profiter du coucher de soleil, et voilà, on a 2 beaux clichés. T'en es assez fier et... Voilà, c'est ça, ouais. Exactement. Et du coup, oui, tu parles de la lumière, forcément, qui est un aspect important dans la photographie. Pour toi, quels sont les différents aspects, justement, de la photo sur lesquels il faut porter attention quand on se lance? Je sais pas, ça j'ai pas vraiment de réponse, parce que, si, je peux y répondre parce que je me suis lancé assez récemment, finalement, si on veut. L'aspect le plus important, c'est de bien cadrer son sujet, peut-être, déjà. Et surtout, en fait, c'est également de se faire plaisir. Ça dépend de ce qu'on photographie. Si on photographie une personne, l'important, ça va être d'avoir une belle luminosité, une belle lumière sur son visage. Et parfois, de réussir à faire en sorte que le sujet sorte du fond. C'est important. Un autre exemple, sympa d'ailleurs, pour le concert de LCDRD, quand on a fait les photos à la fin, en tournant, j'avais remarqué qu'il y avait un spot lumineux qui faisait un superbe rayon de lumière sur l'objectif.
Et voilà, j'ai essayé d'en profiter également à la fin en leur disant bon, vous vous placez ici, vous faites ce que vous voulez pendant 30 secondes et moi je vous prends en photo. Voilà. Mais c'est ça, en fait, c'est quelque part, la photo, elle vient figer un moment, mais du coup, l'œil du photographe doit être spontané, Oui. du coup. Et surtout pour des concerts, parce que tout à l'heure, justement, tu nous parlais des photos et vidéos que tu as pu faire pour le LCDRD, aussi des commandes par rapport à des mariages ou d'autres événements. Des mariages, tout ça, ça va être des sujets qui vont être fixes, qui vont poser pour toi, même les Miss. Comment tu t'y prends pour de la photo de concert où tes sujets, ou autres, hein, où tes sujets vont être mobiles? Je veux dire, pour appréhender le flou que ça peut provoquer. Ouais, ça c'est le réglage de l'appareil. C'est vraiment la vitesse d'obturation qui va essayer de... Enfin, après, c'est à nous de jongler hein, aussi également sur ce qui se passe en même temps. Donc ça, c'est un peu plus compliqué quand le sujet est en mouvement. Mais justement, en fait, c'est à ça que je voulais en venir, c'est toute la technique de l'appareil. Il faut bien connaître son appareil, bien connaître comment on l'utilise. Et toi, comment tu t'es formé à ça pour quelqu'un qui n'est pas si vieux dans la photographie? Bon, alors moi, je triche un peu parfois quand même. C'est que ce que je fais, c'est que je sais que mon sujet va bouger. Donc, je fais en sorte que mon réglage soit... bon, là, j'ai plus les réglages en particulier. Mais faire en sorte que la vitesse soit correcte pour qu'une fois que j'ai mon cliché qui est pris, qu'il n'y ait pas du tout de flou. Donc après, c'est aussi également de mettre son appareil en rafale, parce qu'on a toujours des ratés, malheureusement, c'est comme ça. Après, ça dépend, parce que bon, sur LCDRD, j'étais surtout là pour la vidéo, à la base. Donc les photos, c'est vraiment venu sur la fin. Mais par contre, quand je suis venu pour le groupe Bad Buddha, là, je suis venu pour de la photographie. Et ce qui se passe, c'est juste des petits... là, ce que j'ai essayé de capter sur ce concert-là, alors je sais pas si tu as vu les photos, mais en tout cas, ce que j'ai essayé de capter sur le concert, c'était des petits mouvements que ferait un guitariste sur scène ou un chanteur en tenant son micro ou en pointant du doigt quelqu'un. Donc c'est toujours ces petits instants-là. Alors du coup, le timing est vraiment ridicule. Ça se passe sur 1 seconde à peu près. Donc là, voilà, c'est vraiment le réglage de l'appareil photo, le mode rafale. Et pendant 2 secondes, on prend en rafale. Bon, alors bien sûr, après, il faut faire le tri. Et si tous les réglages sont corrects, ben, en fait, normalement, on n'a pas de flou. Et ensuite, le reste, c'est juste où est-ce qu'on est placé par rapport à la scène, par rapport aux musiciens. Par exemple, j'ai des photos où je suis en contre-plongée et face au guitariste, et ça rend quelque chose qui est vraiment bien. Juste, c'est le petit moment où, par exemple, il remonte sa guitare en l'air et voilà. Donc tu t'adaptes au sujet aussi, justement même à la fonction du sujet et à comment rendre vraiment ce qu'il est en train de faire, quoi, le rendre bien. Donc c'est cool. Et est-ce que tu as des inspirations, des influences dans la photographie? Aucune. Je sais pas, moi c'est le cinéma. Hein. Vraiment, enfin c'est par rapport à la vidéo à la base que je voulais me lancer là-dedans. Et moi ce qui m'inspire c'est juste le cinéma. Et d'ailleurs, le cadrage au cinéma est très très important également. Et il y a juste... il y a des réalisateurs qui, voilà, qui font... Je trouve ça fantastique, que ce soit dans la lumière, dans la chaleur qui transparaît à l'écran. Et enfin voilà, je suis un grand fan de Lynch, je suis un grand fan de Inarritu. Enfin, c'est tout ça, quoi. Et est-ce que tu as des projets en cours ou à venir dont tu aimerais nous parler, des événements particuliers? Pas mal de projets. D'abord, en fait, j'aimerais bien relancer ma chaîne Twitch parce que je l'ai laissé un peu de côté. C'est très sympa, Twitch. C'est un peu comme la radio, hein. C'est pareil, sauf qu'on se montre ou on ne se montre pas à l'image. On joue aux jeux vidéo ou on regarde des documentaires. C'est un peu fourre-tout, hein. C'est très très intéressant. Donc d'abord il y a ça.
Du côté professionnel, je dirais que j'aimerais plutôt m'orienter sur la captation en direct. Alors, qu'est-ce qu'on entend par captation en direct? C'est-à-dire genre retranscription en direct? Retransmis sur YouTube ou Facebook. Enfin bon, ça se réalise déjà. Il suffit juste, tout le monde peut prendre son portable, filmer pour le poster en direct sur Insta ou sur Facebook ou sur YouTube également. Quand il y a un angle un peu difficile ou qu'on se dit parce que quand on porte une caméra c'est bien, mais des fois c'est pas léger, ou sinon ça prend un peu de volume par rapport à ce qu'on a envie de filmer, donc il y a cette contrainte là aussi dans la photographie, c'est le poids du matériel. C'est vrai qu'un téléphone, un smartphone c'est plus léger, et puis maintenant la plupart ont des résolutions 4K qui permettent de faire... Il y a de plus en plus d'expos d'ailleurs de photos qui existent avec des photos de smartphone. Ça rend plutôt bien. Tu as déjà essayé d'encadrer ton travail? Non, pas encore. Voilà, un autre projet. Non, ça c'est encadré, pourquoi pas. Et pourquoi pas même être exposé ici, ce serait trop cool. Dans ces cas-là, il faudrait que je travaille dessus. Non, mais ça se programme, mais c'est vrai que la photo encadrée, enfin les expos photos, c'est pas mal, ça met en valeur ton travail d'une autre manière. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir la photo sur notre écran, enfin sur nos écrans, que ce soit d'ordi, de téléphone ou quoi. À travers une expo, c'est une autre installation, et je trouve que c'est assez valorisant dans le milieu de la photographie. C'est vrai. Et tu travailles sur commande, comment ça se passe, comment on peut te contacter? En fait, on va dire, on peut me contacter sur Instagram, comme tu l'as fait. Mon hâte, c'est note-du-bas Robespierre. Ou sinon sur la page Facebook, Instagram et Twitter également de Projet Production. D'accord, et on peut voir du coup sur ces pages ce que tu fais, te contacter par la même occasion. Ouais. Mail ou téléphone? Mail, téléphone, pour l'instant, mail, c'est que mon mail perso. Oui, mais donc je peux le donner, ça me dérange pas non plus. Si on peut te contacter par mail, ça peut être intéressant aussi. Très bien. Ouais. Alors mail, ça va être maximilien.ménard@gmail.com. Est-ce que tu peux nous épeler Ménard, M-E-S-N-A-R-D. On m'appelle ou on m'envoie un message. Ou un mail, parce qu'on a ton mail. Après, moi, je me déplace partout là où on a besoin de moi. T'es dispo et sur Châteauroux principalement? Principalement Châteauroux, mais là je sais que dans 2 semaines je vais à La Châtre. La semaine dernière j'étais à Ambro, un peu partout sur l'Indre. Je peux monter à Paris, je peux monter... Et ton numéro de téléphone, on le trouve sur tes réseaux? Non, pas du tout. Pour le téléphone ça va être 06 95 38 69 43. Super. Merci beaucoup pour cette interview. De rien, merci à vous. De nous avoir présenté ta passion, et puis on souhaite une bonne continuation et de venir exposer chez nous. Pourquoi pas, je vais y réfléchir. À très vite. À très vite. Standard. Nous étions avec Maximilien qui nous a présenté sa passion pour la photographie. Et maintenant, nous allons rejoindre Marina Irim Djedjemel, qui est directrice et fondatrice de la galerie La Maison Melem France à Châteauroux. Mais juste avant, nous allons écouter Sundown, un titre d'Elephant.
d'entendre le titre Sundown d'Elephant, un artiste qui nous a fait l'honneur de venir jouer chez nous le 5 septembre dernier. Et maintenant, nous allons rejoindre Marina Irim Djemel dans sa galerie. Standard. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue dans notre émission Standard. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs, s'il vous plaît? Alors, je suis Marina Irim Djemel, ou Maïd, fondatrice de la galerie La Maison Melem France, et je suis auteure, compositeur, interprète, femme dans les domaines de l'art, femme entrepreneur, dans les domaines de l'art et de la communication. Et quel a été votre parcours jusqu'ici pour en arriver à ce métier? Alors, donc, je suis journaliste de formation. Donc, j'ai effectué beaucoup de stages, notamment chez Marie France, qui est un magazine féminin, également dans une galerie d'art, Muséum Galerie. Et c'est là-bas que j'ai fait mes premières armes dans l'art, véritablement, parce que j'avais déjà un contact avec l'art, parce que je suis moi-même, comme je vous le disais tantôt tout à l'heure, auteur, compositeur, interprète. J'ai grandi dans une famille où le chant, la danse, la peinture, le dessin, c'est quelque chose de familial. Là, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans la famille. Voilà. Et donc, pour moi, c'était la suite logique. Je recherchais un stage en tant que journaliste. Et puis, donc, cette galerie d'art m'a proposé de faire un stage en tant qu'attachée de presse dans le domaine de l'art. Donc voilà, et donc c'est comme ça que je me suis créé mon petit réseau donc d'artistes contemporains. J'ai pu faire leurs rencontres, que j'ai interviewées. Voilà. Et donc, des années plus tard, comme je le disais, alors pour ceux qui ont lu la biographie, ma biographie, ou alors l'histoire un peu de la Maison Melem France, ils vont se rendre compte que on raconte l'histoire justement de la Maison Melem, et justement cette galerie, elle a été créée grâce à ma fille. Grâce à ma fille, parce qu'un soir on regardait un documentaire sur l'art contemporain, et donc j'étais en congé mater, je me rappelle. Et donc, elle me dit, maman, je ne comprends pas, le journaliste n'arrête pas de parler de peintres, alors, Salvador Dali, Picasso, tous ceux qu'on connaît, qui sont bien connus, mais est-ce qu'il n'y a pas eu de femmes? Alors je lui dis, si, il y en a eu, mais on n'en parle pas. Et alors elle me dit, quand je serai grande, j'ouvrirai une galerie d'art pour les femmes, pour que les femmes soient vues, entendues. Et donc voilà, je me suis dit, tiens, ça peut être une bonne idée. En fait, tout ça, tout le projet, ça vient d'une famille dans l'art, d'une fille intéressée par l'art et qui vous a donné cette idée. Donc, quelque part, c'est familial, en fait. C'est ça. Depuis le début. C'est ça. Melem elle-même, donc âgée de 12 ans, est artiste en herbe. Elle peint, elle dessine. Très bien. Donc, du coup, la maison porte son nom. Tout à fait. Le projet date de l'année dernière, comme vous venez de nous le dire. Exactement. Il date de l'année dernière, et de quand exactement l'année dernière? Vous me posez une colle, hein. Je réfléchis, parce que c'est vrai qu'on a tendance à me poser cette question, et puis je dis tout simplement 2020 tout court, parce que je ne me rappelle plus exactement, c'est vrai, des dates, mais en tout cas, voilà, j'étais en congé parental. Je me posais des questions, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai pas envie de travailler parce que je suis quelqu'un de très créatif. Voilà, j'aime créer constamment. Alors, créer, oui, tout en me démarquant des autres. Donc, je cherchais un petit peu. Donc, je me suis dit, cette fois-ci, j'ai envie, parce que j'avais sorti un premier single déjà. Et donc, suite à ça, je me suis dit, il fallait que je sorte quelque chose. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je rencontre mon mari, qui était à l'époque producteur de musique. Il est toujours d'ailleurs. Sauf que maintenant, il est dans l'audiovisuel. Voilà, donc il y avait un petit peu tout ça. Donc, c'était tout plein de projets, pour en revenir à nos moutons. C'était tout plein de projets. Donc, quand elle m'a balancé cette idée, je me suis dit, ça peut être porteur d'un beau projet. En art, il y avait quand même déjà, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'association Aware, voilà, oui. Voilà, qui fait un petit peu la même chose. Alors, elles sont peut-être moins, elles font quand même maintenant, je pense, des expos, mais c'est plus vraiment raconter ces femmes-là qui, dans l'histoire, n'ont pas été racontées. Ces femmes peintres, ces femmes designers dans l'histoire de l'art contemporain, de l'art, qui n'ont pas été racontées. Donc, l'idée pour moi, c'était vraiment, encore une fois, de me démarquer des autres. Oui, j'arrive sur un marché quand même qui est tenu par des hommes, déjà. Je suis une femme, je suis noire. Ça, il ne faut pas le cacher aussi, bien que, dans l'art contemporain aussi, c'est vrai que de nos jours, même depuis un certain moment quand même, l'art africain le vent en poupe.
Voilà, et l'art, ça a toujours fait partie de l'Afrique, du continent africain, et je suis moi-même originaire de là-bas. C'est vrai, c'est un fait, mais il fallait vraiment me démarquer des autres. Et donc, je regarde et je fouille et je dis, mais pourquoi pas rajouter du design ? Il y a pas beaucoup de femmes designers aussi, on n'en parle pas, et pourtant il y en a. Il y en a beaucoup, oui. Il y en a beaucoup, et on n'en parle pas beaucoup, en tout cas pas suffisamment. Donc, pourquoi pas ? Je veux faire partie de ces femmes-là qui font bouger l'art. Voilà. C'est super. Et en plus, vous tombez dans, pile poil, mais en même temps, c'est logique, dans l'ère du féminisme, de la question de l'égalité des genres. Et du coup, votre message est assez fort, puisque sur votre devanture, il est écrit que la galerie a été pensée par une femme pour des femmes. Donc, elle est réservée exclusivement à des femmes ? Tout à fait. Alors, parfois, on a des petites remarques. Alors, les gens sont très enthousiastes quand ils rentrent, ils découvrent. Oh, mais c'est super, votre galerie, c'est sympa d'avoir créé ça pour les femmes. Alors, est-ce que vous n'êtes pas un peu sectaire ? La question, on me l'a déjà posée 2 fois. Et la réponse est non, on n'est pas sectaire. L'idée première, c'est vraiment de mettre en avant ces femmes-là qui ont autant de talent que les hommes. C'est des femmes talentueuses, elles sont formidables, c'est ce que j'arrête pas de rabâcher. Il y a une subtilité dans l'art féminin, je trouve, qu'on ne trouve pas chez les hommes. Il pourrait à l'avenir nous arriver de collaborer avec des hommes, donc des artistes peintres hommes, à condition qu'ils rentrent dans notre thématique. C'est-à-dire s'ils peignent des femmes, que ce soit du nu, d'ailleurs, on est très ouvert sur les courants artistiques. C'est aussi ça la Maison Mélème France, parce que on est souvent, enfin en tout cas pour ma part, je ne sais pas pour vous, mais je suis souvent tombée sur des galeries traditionnelles, pareil, à Paris, n'importe où, qui sont très conservateurs. Ils ont des codes bien définis et je trouve que ça restreint les chances à certains artistes qui ont tellement de choses à raconter au travers de leur peinture, et c'est quand même dommage. Et donc la Maison Mélème, c'est aussi ça. C'est vraiment laisser le libre champ, le libre cours à la pensée, à la créativité. Et moi, j'ai pas envie de freiner les femmes en leur disant, ou même les hommes qui peignent des femmes, voilà, en leur disant « Ah ben non, nous on veut que de l'abstrait, on veut que du figuratif, on veut que de l'expressionnisme. » Moi, ce que j'avais envie de faire, c'était justement que le passionné d'art, quand il tombe sur la Maison Mélème France, sur notre site internet par exemple, qu'il puisse avoir le choix d'aller autant regarder, visionner des peintures abstraites que des peintures d'art figuratif, etc. Que vraiment il y ait le choix et qu'on laisse les artistes s'exprimer à leur façon. Est-ce que les personnes qui sont sur votre site internet, les œuvres qui y sont, ont été forcément exposées dans le lieu, ou est-ce que des personnes qui vont venir d'autre part, qui ne seront pas forcément sur Châteauroux, qui ne pourront pas faire une installation de leur œuvre, peuvent vous proposer leur œuvre à exposer sur votre site internet ? Bien sûr. Pour récapituler un petit peu, ce qu'il faut savoir, c'est que la Maison Mélème France, avant de devenir physique, on était d'abord sur Internet. Donc c'était une galerie en ligne. D'accord. Donc l'idée, c'était de pouvoir justement faire exposer ces femmes-là en ligne. En plus, c'était la période Covid. Donc ça tombait pile poil, si vous voulez, dans Internet, c'était le voilà, meilleur moyen. Voilà, on est vraiment dans l'ère du numérique. Et vraiment, c'était le moyen, un parfait moyen, justement, de pouvoir présenter les œuvres de ces femmes-là, bien que, voilà, on ne puisse plus sortir, qu'on était confinés, et voilà. Donc là, on est sur le premier local. Le premier local d'exposition. D'accord. Et pourquoi s'être implanté à Châteauroux ? Parce que je vis à Châteauroux depuis 2 ans. Voilà. Et quelle est l'adresse exacte de la galerie ? Parce qu'on n'a pas communiqué à nos auditeurs pour qu'ils puissent venir vous rendre visite. Oui, la galerie se situe donc aux 4 rues du Général Bertrand, donc à Châteauroux. D'accord. Et vous avez on peut les communiquer maintenant, des horaires d'ouverture, des jours d'ouverture spécifiques ? Bien sûr, tout à fait. Alors, notre galerie est ouverte donc le mardi, le jeudi, le vendredi et le samedi de 11h à 19h. Donc on peut venir exposer quand on est habitant de Châteauroux, c'est hyper pratique, on peut venir accrocher directement. Mais si on a envie on est un artiste émergent, on a envie d'être visible via votre maison et qu'on n'est pas du coin, comment on fait ? Alors, c'est très simple, vous nous envoyez donc votre candidature par mail. Il y a un comité de sélection quand même. Ce comité de sélection, c'est moi, ma collègue, donc, que je salue au passage si elle entend l'émission, Megdes Sabah-Coquillard, de son nom d'artiste, qui est artiste peintre, qui fait dans le figuratif, qui est originaire de Toulouse.
Voilà. Et donc, il s'occupe essentiellement du recrutement, comme je vous le disais tantôt tout à l'heure, des femmes artistes sur le continent africain. On a aussi une stagiaire, voilà, et j'ai donc mon mari donc, qui est producteur audiovisuel et dans la musique aussi, et donc qui me donne quelques coups de main à la galerie de temps à autre et qui prend des décisions avec moi. Donc, c'est important ça aussi de le dire. Et les personnes qui vont être retenues par rapport à leur candidature vont être exposées sur votre site internet ? Sur le site internet, alors c'est d'abord la première chose qu'on propose. Donc voilà, le premier volet qu'on propose, c'est déjà d'être visible sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui on est à l'ère du numérique. On a un magazine d'art féminin également où ils pourront avoir, ou elles pourront, parce que du coup c'est des femmes, avoir un article sur ce qu'elles font. Et puis, pourquoi pas inclure donc dans notre programmation annuelle une exposition, bien sûr. C'est le but. Oui, le but c'est quand même de les accrocher et de pouvoir avoir du passage et même d'habiller les murs de la galerie. Bien sûr. Est-ce que vous proposez à la vente, vous laissez le choix aux artistes de vendre ou pas leur œuvre ou de juste les exposer et les rendre visibles ? Alors l'idée, oui, c'est de promouvoir, mais pas de promouvoir en vain. Ce qu'il faut savoir, c'est que les artistes aussi, elles ont besoin de vivre de leur art. Voilà, donc honnêtement, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu d'artiste qui nous a dit, en tout cas pour ma part, Marina, écoute, j'ai envie d'exposer, mais j'ai pas envie de vendre. Voilà, très honnêtement, il faut, justement, c'est une manière de les soutenir. C'est pas, enfin, la galerie La Maison Mélème, là où on se démarque des autres galeries, on n'est pas là essentiellement, comme j'aime le dire souvent, uniquement pour vendre. Voilà, pour vendre. Ça, je pense qu'on le fait assez sur le marché. C'est pas seulement vendre, c'est acheter quelque chose qui vous parle. Acheter, pas quelque chose, mais une œuvre d'art qui vous parle, que vous aimez, que vous allez mettre chez vous et qui a du sens. Et une œuvre d'art, pour moi, c'est pas quelque chose, c'est pas un choix anodin. C'est pas un choix anodin, et puis quand on aime, on ne compte pas. Voilà. C'est joliment dit, mais c'est vrai, carrément. Et est-ce que vous pouvez nous parler de l'exposition en cours ? Oui, alors là, nous exposons depuis le 17 septembre et d'ailleurs jusqu'au 21 novembre 2021 une artiste hors pair, talentueuse, voilà, qui s'appelle donc Muriel Furstenberg, qui est une artiste d'origine française, une artiste peintre d'origine française. Donc elle nous fait l'honneur, en tout cas, d'être la première artiste peintre qui expose chez nous. Donc c'est 17 peintures. Ce que je peux vous dire de Muriel, c'est qu'à travers ses peintures, elle nous raconte l'histoire de la relation homme-animal de manière très poétique. Comme vous pouvez le constater là, je vous laisserai faire un petit tour, de façon très poétique. On découvre au travers de ces silhouettes mystérieuses, des silhouettes qui sont énigmatiques, donc ça nous amène à réfléchir. Elle est vraiment c'est vrai qu'elle fait du figuratif, mais elle est vraiment entre l'abstrait et le figuratif, moi je dirais, parce qu'il y a des tableaux où on ne distingue pas très bien les silhouettes. Voilà, et c'est justement ça aussi Muriel, c'est qu'elle nous amène à rentrer dans son univers artistique, à réfléchir, à penser, à créer justement des personnages imaginaires, tout simplement. Donc c'est aussi ça l'art, c'est vraiment découvrir un autre monde, se déconnecter du monde actuel qui est tellement, je dis toujours que c'est un monde de brutes, et l'art ça nous aide justement à nous transporter dans un monde féerique. Voilà. On est complètement d'accord. L'idéal, ça aurait été de faire au moins 5 expositions dans l'année. Là, on expose Muriel, donc, comme je le disais tantôt tout à l'heure, depuis le 17 septembre donc jusqu'au 21 novembre. Donc, il y a eu 2 mois d'exposition. Et puis après ça, on expose une femme artiste peinte donc russe, voilà, qui vit en Russie d'ailleurs. Et ce qu'on va essayer de faire, ce sont des expositions avec plusieurs femmes, en fait, donc plusieurs courants artistiques, plusieurs peintures à découvrir. Voilà. Une seule artiste à la fois ? Alors, pas toujours. Donc là, ça a été essentiellement Muriel Furstenberg, donc les peintures de Muriel. La prochaine fois, ce sera vraiment une exposition collective avec plusieurs artistes. Donc cette artiste russophone, avec donc des artistes du continent africain, qui sont, de toute façon, elles sont toutes des femmes, mais qui nous racontent la femme de manière différente, parce qu'elles sont toutes dans le figuratif. Oui, c'est très intéressant de les confronter. En fait. Voilà, elles font des portraits de femmes essentiellement, mais chacune raconte la femme à sa façon, à sa manière. Donc c'est ça qui est joli. Voilà. Et ça permet de créer un voyage aussi pour ceux qui viennent voir découvrir l'exposition et connaître la galerie, effectivement. Et vous avez déjà le programme de l'année en cours qui est visible sur vos expositions ou
Oui, alors on pourra le trouver. Alors, pas tout de suite, justement, Ok. il est en train de se faire, il est en cours, puisqu'on vient d'ouvrir il n'y a pas très longtemps, mais il sera visible à partir du mois prochain. Voilà. D'accord. Sur le site. Sur notre site internet, donc www.lamaisonmelem.com, également sur notre Instagram, donc La Maison Melem France. C'est déjà bien. Et sur le site de la mairie également. D'accord. Et vous pouvez nous épeler Melem pour nos auditeurs pour qu'ils sachent l'écrire. Oui, bien sûr. Alors, MELEM, tout simplement. Quelle est votre adresse mail? Alors, l'adresse mail est galerie lamaisonmelemfrance@gmail.com. Tout attaché. Tout attaché. Ok, super. Je veux juste rajouter qu'on Oui. peut également me contacter par téléphone, donc au 06 11 64 08 51. Super. Bah, merci beaucoup Merci d'avoir à vous. répondu à nos questions et de nous avoir présenté votre beau projet. On lui souhaite de réussir en tout cas. Merci beaucoup Merci. et à très bientôt. Standard. Nous étions donc avec Marina Irim Djedjemel, alias Mid, qui nous a présenté son projet de galerie pour les femmes. Et maintenant, nous allons rejoindre Gary Guérin, qui est artisan designer d'objets à Issoudun. Mais juste avant, nous allons écouter un titre intitulé My Riffle, My Pony and Me, un titre de Dean Martin et Ricky Nelson, repris par Walnut Grove. The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The weather settles in the nest. It's time for a cowboy to a dream. Purple light in the canyons. That is where I long to be, with my three good companions, just my raffle pony and me. Gonna hang my sombrero on the limb of a tree. Coming home, sweeter darling, just my raffle pony and me. Wipe away in the willow, sing the sweet melody, riding to Amarillo, just my raffle pony and me. Purple light in the canyon. That is where I long to be, with my tree, good companion, just my raffle pony and me. No more call to be robbing, no more stray. Will I see round the bend? Shall be waiting Should be waiting for my raffle pony and me. For my raffle my pony. pony and me. Vous venez d'écouter la jolie reprise de My Riffle, My Pony and Me par Walnut Grove, un groupe qui est venu jouer chez nous en août dernier. Et maintenant, nous allons rejoindre Gary Guérin dans son atelier. Standard. Bonjour Gary, Bonjour. bienvenue dans l'émission Standard. Merci d'avoir accepté de nous parler de toi et de ta Avec profession. On va commencer, si t'es prêt. Je suis Ouais. prêt. Est-ce que tu peux commencer par te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît? Je m'appelle Gary, je suis artisan. Je suis à mon compte depuis 1 an et demi, à peu près. Je réalise des créations originales, enfin personnalisées sur commande. Je fais aussi un petit peu de récupération d'objets dès que je trouve un peu de matière, que ce soit du bois ou du métal. Tu travailles principalement ces deux matériaux, du coup? Oui, le bois de différentes essences, un peu ce que je trouve si jamais c'est de la récupération ou
ce que je commande. Quand c'est sur commande, c'est souvent du chêne pour des cuisines, des plans de travail, des tables. C'est assez robuste. Justement, je voulais te poser la question de qu'est-ce que tu fais avec ces matériaux? Avec le bois, je fais principalement mes plans de travail, mes plateaux de meubles, parce que les meubles que je fabrique, sont souvent des meubles de télé, des tables basses, des tables de salon. Actuellement, je me lance un peu dans les cuisines, donc c'est aussi une occasion d'associer les plateaux, les plans de travail en chêne de différentes essences. Avec l'acier, je fabrique ma structure, la structure de mes meubles ou le piétement des tables. Et du coup, tu fais principalement des alliages de ces deux matériaux, en fait. Ça m'arrive de faire des choses en bois, uniquement en bois. Uniquement en métal, je vois pas. Il y a toujours un petit ornement en bois, toujours un petit... Si je fais des lampes, des lampes de chevet, je vais faire un petit socle en bois pour embellir un peu l'acier, qui est une matière un peu plus froide, qui est un peu moins belle par elle-même, j'ai l'impression. Et où est-ce que tu travailles tout ça? J'ai la chance d'avoir un très bel atelier qu'on m'a prêté à côté d'Issoudun. Et j'ai une très très grande surface qui me permet d'avoir pas mal de petits outils, de plus grosses machines, de choses qui me permettent de faire beaucoup de découpes différentes sur le bois ou sur l'acier. Et quel est ton dernier investissement? Je me suis acheté récemment un tour à métal. Pour l'instant, je le découvre. Je découvre les possibilités d'un outil comme ça. C'est un outil de précision qui permet de faire... on dit souvent c'est l'outil qui peut se fabriquer lui-même. Et donc c'est un outil qui demande beaucoup de pratique pour savoir s'en servir, mais les possibilités sont infinies. Ça peut aller de charnières toutes simples, de glissières sur des rails. Ça permet d'avoir des surfaces super belles qui interagissent entre elles de façon très précise. Et du coup, pour fabriquer de l'équipement pour mes meubles, ça peut être très intéressant. Très bien. Tu nous parlais tout à l'heure que actuellement tu étais sur des projets de cuisine. Du coup, on peut parler de commandes sur mesure? On peut. Là, je me lance vraiment. J'ai réalisé pour une personne de ma famille une cuisine. C'était un peu un pari. Enfin, pas vraiment un pari, mais on m'a demandé si j'étais capable de réaliser une cuisine. Je me suis dit, si je suis capable de faire le plan sur le logiciel de conception, je suis capable de la réaliser. Et ça s'est très bien passé. Et du coup, je me suis lancé sur ma deuxième cuisine, qui est ma cuisine personnelle, donc dans la maison que j'habite actuellement. Et ça a été l'occasion d'expérimenter un peu plus sur les finitions, sur ce dont on parlait tout à l'heure par rapport au tour à métal, les équipements, les glissières, le fonctionnement des tiroirs, le fonctionnement par exemple un tourniquet, certains petits aménagements qui vont être des améliorations. Est-ce que tu fais uniquement de l'objet fonctionnel, comme les cuisines sur mesure, ou tu vas dans d'autres domaines? J'ai fait un petit peu de décoration, entre guillemets, en décoration, j'ai fait des lustres, des lampes de chevet, des petites lampes de bureau, toujours en alliant bois et acier. J'ai fait quelques petits objets loisirs, du style des plateaux de dés, un peu pour expérimenter avec certains outils. C'est toujours un peu dans l'expérimentation. Tout à l'heure, tu nous parlais de la conception via plan 3D. Ça m'amène à me poser la question, quelles sont les différentes phases d'élaboration d'un projet? Tout d'abord, il y a la discussion avec le client pour mettre vraiment au clair ce que le client désire, que ce soit sur par rapport à une source d'inspiration, un meuble qui existe déjà ou même des idées brutes. Donc des petits croquis, des échanges par mail avec le client pour être sûr qu'on ne va pas perdre notre temps, chacun de notre côté, à réaliser le mauvais meuble. Ensuite, une fois qu'on est d'accord sur le design, entre guillemets, on va s'attaquer au plan 3D parce que je ne suis pas forcément très organisé. Du coup, une fois que j'ai construit le meuble en 3D, dans ma tête, c'est bien plus clair et je peux me jeter un peu plus sur la conception du meuble, partir un petit peu en vrille sur le meuble si jamais je l'ai déjà construit sur le plan. Et j'ai beaucoup moins de risques de me planter, de ne pas avoir envisagé un problème. Et donc, après ça, avec le plan, je peux fournir un rendu plutôt réaliste du meuble. Et donc, en général, le client, soit il a le coup de cœur, soit ça passe pas du tout et on reprend à zéro. Et ensuite, une fois que le plan est validé, je m'imprime tous mes plans.
Et j'installe tout ça à l'atelier pour commencer la réalisation donc, des coupes de l'acier avec différentes techniques de coupe. Et différentes techniques de coupe de bois selon le besoin. Souvent, je réalise les choses à l'atelier, ou pour les coupes un peu plus complexes, ou pour les matières très épaisses, très difficiles à travailler avec des petits outils. Je fais appel à des menuisiers à qui je sous-traite le travail du bois un peu plus dur. Quels sont les projets que tu aimerais développer par la suite? Dans un premier temps, j'aimerais bien continuer dans les cuisines, ce qui pourrait m'amener à un petit peu d'aménagement intérieur, parce que forcément la cuisine, c'est pas une pièce qui me tient à cœur particulièrement, c'est juste un bon essai pour pas mal de choses que j'avais déjà testées. Les projets, c'est améliorer la finition, améliorer le temps de travail, le rendement pour être bien plus efficace. Parce que faire des erreurs, c'est très très intéressant pour l'apprentissage, mais dans un but d'entreprise, c'est très très dangereux de prendre beaucoup trop de temps. Et vu que je réalise quasiment à chaque fois un meuble qui est nouveau pour moi, qui va représenter plus de travail, qui va représenter plus de contraintes que je ne connais pas forcément, c'est aussi dangereux d'avoir un meuble qui va prendre toujours plus de temps que le meuble du même style qui a été fait avant. Tu nous as dit que ça faisait 1 an et demi que tu étais à ton compte. Qu'est-ce que tu faisais avant? Avant, j'étais sur Bordeaux, je travaillais dans le transport médical. J'avais un rythme de travail qui était un petit peu particulier. Je travaillais que le vendredi, samedi, dimanche. Et du coup, j'avais pas mal de temps de repos. Je commençais à revenir de plus en plus à Issoudun, dans ma ville natale. Et j'ai eu l'opportunité de l'atelier qui s'est présenté. On m'a proposé de me mettre à disposition un atelier de plus de 100 mètres carrés. Donc j'ai dit oui tout de suite, sans trop savoir pourquoi au départ. Et en fait, j'ai commencé à bricoler là-bas dans mon coin. C'est devenu un hobby. Et d'un hobby, c'est passé à une vraie passion. Et d'une vraie passion, c'est devenu ma source de revenus. Et ça reste une passion avant tout. Donc tu n'as aucun regret d'avoir choisi de te lancer en tant qu'auto-entrepreneur? Non, aucun. Et tu as commencé à bricoler à partir du moment où tu as eu l'atelier, ou quand tu étais à Bordeaux, Je bricolais un peu. J'étais pas forcément bricoleur, je pouvais pas réparer des choses à la maison, mais ça m'arrivait de vouloir créer des choses. J'ai déjà essayé de faire des petits mécanismes en bois, des choses assez simples. J'ai jamais été vraiment bricoleur. Donc c'est quelque chose qui faisait quand même partie de toi, mais qui était un petit peu enfoui, quoi. Oui, Et voilà. le fait d'avoir un espace et de pouvoir le consacrer à ça, ça t'a donné une vision un peu plus professionnelle. C'est ça. Même, ouais, ça m'a donné l'opportunité d'expérimenter avec des matières, le bois et l'acier dont on parlait tout à l'heure. C'est des matières que j'aurais jamais pensé travailler étant jeune. On parlait de bricolage, quand j'étais gamin, je faisais du Lego, la chose classique, mais rien de... Enfin, il y a des enfants de mon âge, à l'époque, qui travaillaient déjà le bois avec leurs parents, qui travaillaient déjà le métal avec leurs parents ou leurs frères et sœurs. Et comment t'es venu à choisir ces matériaux, en fait, comme étant vraiment tes 2 matériaux phares? Au départ, c'est un petit peu la récup qui m'a imposé les matériaux. Le fait de récupérer des palettes Europe m'a imposé le bois. Au départ, c'était du pin. C'était un bois assez banal, assez classique. Et ensuite, l'acier, ça s'est fait un peu par hasard. On m'a parlé d'un fournisseur. Il y avait la grande mode du piétement acier en épingle. Donc, j'avais entendu parler de l'acier, du fait que ça pouvait être utilisé dans le genre de réalisation que je voulais faire. Mais je suis allé voir le fournisseur, je suis allé expérimenter un petit peu, essayer d'acheter, voir ce que je pouvais utiliser aussi comme technique de fabrication de l'acier. Et t'as trouvé que l'alliage, au final, était bien, des 2 matériaux? Effectivement, je trouvais que c'était très intéressant, le côté très foncé de l'acier, le côté très clair du chêne. Mais quelle a été ta première réalisation où tu as pu voir justement le résultat de cet alliage? La première réalisation, c'est de la récupération totale. Je suis passé à côté d'une usine, j'ai vu, on peut appeler ça comme une cassette en acier, format table basse, comme si c'était un plateau déjà réalisé. J'ai décidé de le récupérer, de lui fabriquer 4 petits pieds épingles d'environ 20 cm de haut, et ce qui faisait une hauteur totale table basse sur laquelle il n'y avait plus qu'à rajouter un plateau en bois. Et par-dessus ça, j'ai récupéré justement une palette Europe que j'ai fait raboter, que j'ai assemblée en un plateau pour faire cette table basse-là.
On parlait de tes réalisations qui sont des réponses à des commandes, du sur-mesure, mais est-ce que tu fais de la réalisation perso que tu mets en vente? Ça m'arrive de faire de la création, un petit peu moins en ce moment vu que je travaille principalement sur commande, mais ça m'arrive de récupérer du bois, récupérer une vieille poutre en chêne par exemple qui est assez épaisse, de la faire raboter, de retrouver le bois noble, brut qui est à l'intérieur et de me dire que c'est une poutre qui a du vécu et qui doit être réutilisée. Du coup, avec par exemple une poutre en chêne, je vais fabriquer une table basse ou une lampe de chevet. Enfin, c'est vraiment pas bloqué sur une réalisation, mais en général, la matière va me diriger vers une utilisation possible de cette matière. Est-ce que tu communiques sur tes réalisations? Enfin, où est-ce qu'on peut les voir? On peut retrouver toutes mes réalisations, que ce soit les réalisations personnelles ou les réalisations sur commande, sur les 2 réseaux sociaux. Sur Facebook, c'est Gary Guérin, Gary G-A-R-Y, G-U-E-R-I-N. Sur Instagram, c'est soit Gary-Guérin, soit Dosey Shop, D-O-S-E-Y Shop. Et donc on peut voir aussi les stories, des progressions, que ce soit sur la cuisine ou la réalisation des meubles. On peut voir en direct tous les procédés de fabrication. J'essaie de maintenir la story assez fournie. Super. Et donc du coup, ça veut dire que ton atelier n'est pas un lieu d'exposition ni de vente? Non, j'avais pensé en faire un lieu avec un showroom, mais après c'est une perte de place pour le nombre de machines, le nombre de meubles réalisés. Si j'ai du stock, si je fabrique une cuisine par exemple, je vais me retrouver facilement avec 5, 6, 7, 8 meubles à stocker, donc c'est beaucoup de place pour pas énormément de retours. Je pense. Après, il y a peut-être moyen de jouer sur la clientèle, mais pour l'instant, c'est pas une priorité. Donc on peut voir, et comment on te contacte si ça nous intéresse? Par téléphone, sur les 2 réseaux sociaux dont je parlais tout à l'heure, toutes mes coordonnées sont disponibles. Donc par téléphone, par mail, par SMS. T'es actif, tu réponds. Ouais, t'es dispo. j'essaie de regarder la messagerie. Super. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview qui nous présente ta profession qui est aussi ta passion. C'est moi qui vous remercie, avec plaisir. Et on te souhaite de t'épanouir encore dans ton domaine et à très vite. Merci. Standard. Merci à Maximilien, photographe à Châteauroux, à Marina Irim Djedjemel, directrice et fondatrice de la galerie La Maison Melem France à Châteauroux, et à Gary Guérin, artisan designer d'objets à Issoudun, d'avoir accepté de se présenter dans notre émission Standard. Nous vous retrouvons le lundi 22 novembre à partir de 21h sur Ballistique pour vous présenter 3 nouveaux portraits. Nous vous souhaitons une excellente soirée et merci pour votre écoute. Standard.